bienvenue sur Éducation Voyageuse. Alors aujourd'hui on va se poser la question, quelle langue utiliser en classe de FLE? Est-ce qu'on doit avoir recours uniquement au français ou est-ce qu'on peut utiliser la langue maternelle des apprenants, voire une langue véhiculaire? Par exemple, si tout le monde parle anglais, est-ce qu'on peut utiliser l'anglais en classe? Juste avant de commencer, si t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Sache aussi que j'ai un site internet, tu peux retrouver des témoignages de profs dans le monde, des articles et des formations. Alors j'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est que j'ai enseigné dans des institutions où on m'a demandé de ne parler qu'en français dans ma classe. Et ça m'a un peu interloquée, donc je me suis demandé si c'était valide et si ça avait vraiment une preuve scientifique qu'il valait mieux faire ça ou pas. La deuxième raison, c'est que j'ai eu une réflexion ici sur cette chaîne, que mon français était impur pour mes apprenants puisque j'ai des empreintes d'anglais. Sometimes I speak in English in the middle of a sentence. Et ça ne plaît pas à tout le monde a priori. Je voulais pointer ça du doigt puisque ça montre une idée très arriérée du bilinguisme qui est un peu la même que celle qui demanderait à ne parler qu'en français en classe. Donc je voulais faire un petit peu le point avec vous. Alors pourquoi est-ce que on demande aux enseignants parfois de ne parler qu'en français dans leur classe de français langue étrangère? Parfois c'est pour des raisons pratico-pratiques. Il y a des endroits dans le monde, on appelle ça les contextes hétéroglottes, où on enseigne le français dans un pays qui ne parle pas français au quotidien, qui n'a pas de langue officielle ou de communauté francophone très étendue. Et la classe de FLE représente donc dans ces cas-là parfois l'unique opportunité de parler français pour les apprenants. Donc on justifie le fait en se disant bon bah il parle français qu'à ce moment-là, il faut que ça soit full in French. Alors à l'inverse, c'est vrai que j'ai vu des enseignants qui n'utilisaient pas vraiment le français pour communiquer dans la classe. Souvent c'est des non-natifs qui sont en insécurité linguistique. Et ils ont une approche plutôt scolaire de l'enseignement, pas la communication naturelle et l'utilisation naturelle de la langue. Et du coup, c'est un peu un mauvais exemple pour utiliser la langue. Et ça, c'est assez néfaste sur l'apprentissage d'une langue, on est d'accord. Ici, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On est dans le cas où le français est valorisé, est utilisé comme langue de communication dans la classe. On se demande juste si on peut avoir recours à certains moments pour des raison très précise ou parce que ça semble naturel, avoir recours à la langue maternelle ou à une langue véhiculaire comme l'anglais par exemple. Et certains vous diront que non, on ne veut absolument pas utiliser notre langue et ça vient d'idées, de concepts un petit peu arriérés puisque ça remonte à la méthode directe. Souvenez-vous, je vous remets la vidéo sur les méthodes de l'enseignement du FLE. La méthode directe, c'est 20e siècle et on prônait d'enseigner la langue cible en ne parlant qu'en langue cible à l'oral, only. Ça date un petit peu quand même. Et ça en découle, hein, c'est un petit peu lié. Il y a aussi la vision du bilinguisme qui est un peu arriérée aussi, puisqu'à l'époque, il y a longtemps, on pensait qu'un monolingue c'était deux bilingues séparés. En fait, on pensait que une personne qui était bilingue, elle pouvait totalement séparer ses langues et que les deux systèmes linguistiques étaient totalement indépendants et qu'on pouvait en éteindre un et allumer l'autre. Du coup, on évitait le contact entre les langues, on veillait à bannir ce contact entre les langues pour éviter ce qu'on appelle les transferts négatifs d'une langue à l'autre, donc de mal transférer ou de faire des calques qui sont faux d'une langue à l'autre, les faux amis, tout ça, les structures grammaticales qui ne se correspondent pas, pour cette raison-là. Sauf que maintenant, ça fait quand même un petit moment, ça doit faire une trentaine d'années, qu'on sait que ce concept-là du bilingue, il n'est plus valable, il est faux, il est erroné. Puisqu'en 92, avec le concept de multicompétence de Cook, on sait qu'une personne, les langues d'une personne sont en fait un système connecté. Elles sont pas, donc c'est pas indépendant. Et c'est dans la même lignée ce que dit Grosjean depuis 93, c'est qu'un bilingue n'est pas la somme de deux monolingues. Non, non, non.
Un bilingue, c'est une personne qui a vraiment sa propre compétence linguistique, et en fait, avec ces langues, il crée un système, un ensemble, un tout qui lie ces langues entre elles et qui du coup ne sont pas décomposables. Un bilingue ne peut pas décomposer ces deux langues. C'est pas séparé en fait, tout est lié. Et d'ailleurs en 2002 on a Erdina et Gessner qui mettent en évidence grâce à leur modèle dynamique du multilinguisme l'impact positif de l'influence cross-linguistique. En gros, le contact entre les langues des apprenants favorise une compétence, l'émergence d'une compétence linguistique, c'est-à-dire que ça favorise le fait de pouvoir utiliser de façon appropriée et efficace toutes ces langues. C'est aussi, ils arrivent à montrer aussi que ça permet un transfert positif d'une compétence d'une langue à l'autre. Par exemple, de transférer une structure grammaticale, d'utiliser des mots de vocabulaire communs. Voilà, qu'il y a une réflexion métalinguistique aussi qui peut être très intéressante pour apprendre une langue en s'appuyant sur les langues précédemment connues. Et ça a aussi un effet positif sur la motivation. C'est à quel point c'est frustrant quand on est dans une classe de langue et qu'on ne pipe rien. Donc voilà, donc ils prouvent tout ça. On a aussi le Conseil de l'Europe qui a fait énormément d'efforts pour prôner, valoriser le plurilinguisme. Pour des raisons tout à fait évidentes, c'est que beaucoup de chercheurs se sont intéressés au plurilinguisme, on a compris l'intérêt du plurilinguisme, autant du côté linguistique que culturel et tout ça. Et on a d'ailleurs le CECRL qui reconnaît la diversité linguistique et culturelle comme un trésor, donc on a vraiment cette valorisation. On valorise les langues précédemment connues et les langues maternelles notamment des apprenants. On prône une approche plurilingue et il est même noté dans le CECRL, je vous lis la petite citation: le but est de développer un répertoire langagier dans lequel toutes les capacités linguistiques trouvent leur place. Donc on est vraiment plus dans l'idée qu'il faut maîtriser une langue comme le locuteur natif. Donc pour ce qui est des études scientifiques sur le sujet, je vous en mets 3 dans la description. Et elle montre en gros, pour faire résumer, elle montre que l'alternance codique, donc le fait de parler dans une langue en utilisant d'autres langues, soit des mots, des structures grammaticales, donc par exemple moi ce que je fais, if I speak English and then I go back to français, c'est assez naturel et assez bénéfique. On en a parlé. Il y a aussi le fait que quand on utilise par exemple l'anglais dans une langue de français langue étrangère, c'est justifié justement par la proxémie entre les deux langues, par les affinités typologiques et lexicales entre les deux langues. Donc il y a un choix intéressant aussi de la langue véhiculaire pour pouvoir expliquer ou je ne sais quoi. D'ailleurs, il y a une des études qui explique les raisons majeures de pourquoi on a recours à la langue maternelle ou à la langue véhiculaire, et en général c'est pour expliquer un point grammatical, pour résoudre un problème, pour créer du lien avec ses apprenants. Je vais vous parler d'autres sujets, par exemple quand on rentre de vacances, si nos apprenants ils n'ont pas le niveau pour s'exprimer en langue cible, c'est dur de créer du lien. Pour résoudre des conflits aussi, c'est le problème. Donc voilà pour ce qui est de la recherche, pour ce qui est des travaux qui ont été faits par le Conseil de l'Europe, de voir un petit peu les concepts qui sont erronés et qui persistent malheureusement. Et maintenant en tant que prof, je voulais aussi vous donner mon retour, puisque donc moi on m'a demandé de ne parler qu'en français et j'ai trouvé ça très dur. Par exemple, pour enseigner du vocabulaire à des apprenants sans avoir recours à une langue véhiculaire ou à la langue maternelle, c'est compliqué. On peut faire des dessins, on peut faire des paraphrases, on peut faire des définitions, mais en fonction des niveaux, ça peut être compliqué. On peut passer à côté des subtilités, on peut avoir un concept qui est plutôt flou pour l'apprenant, puisqu'il va peut-être, pour les concepts assez abstraits, il va peut-être avoir une idée de quoi on parle, mais il n'a pas la subtilité du terme.
Et puis surtout, est-ce que c'est vraiment efficace? Parce qu'en fait, vous allez passer un quart d'heure peut-être à dessiner ou à expliquer ou à paraphraser ou à définir quelque chose. Et en fait, lui, en 30 secondes, il va dire ah, bah c'est ça quoi, par exemple. Ah yeah, that's a house. Je sais pas. That's to think. Et ben, lui, il traduit. Donc est-ce que ça a vraiment un intérêt de ne pas traduire alors que lui traduit directement? Point d'interrogation. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on peut communiquer avec nos apprenants, surtout pour ce qui est des petits niveaux, sans parler une langue qu'ils maîtrisent. Bah, la classe de langue, ça devient vite un spectacle de mime. On fait comme ça, comme ça, comme ça. On crée pas forcément de lien avec eux. On n'a pas cette relation du coup enseignant-apprenant, cette relation humaine aussi qui est intéressante dans la classe de langue. Et du coup, on a des apprenants qui peuvent être aussi frustrés, démotivés. Ça devient compliqué alors que ça pourrait être tout simple. Donc ça, je trouve que c'est des obstacles vraiment très forts et qui font que c'est pas forcément intéressant de parler que français pendant le cours de FLE. Il y a aussi le fait que je trouve qu'un prof qui parle une langue dont il n'est pas locuteur natif en tant que prof dans sa classe de FLE, il montre le bon exemple. Parce qu'en fait, il va se mettre lui en insécurité linguistique, il va lui faire des erreurs, et en fait, par ça, il va montrer l'exemple à ses apprenants. Il va leur dire, bah vous voyez, moi je parle une langue qui n'est pas ma langue maternelle, je fais des erreurs, et ben c'est normal, c'est ok, vous aussi vous pouvez faire pareil. Si moi j'arrive à assumer cette position, vous aussi, cette posture, vous aussi vous pouvez faire de même. Vous pouvez apprendre, parler une langue qui n'est pas la vôtre de base, et faire des erreurs, et c'est normal puisque c'est le processus d'apprentissage, on vient banaliser l'erreur aussi. Donc au contraire, je trouve moi que c'est une bonne chose d'avoir recours à ces langues, à ces autres langues dans la classe. Il y a aussi le fait que c'est un petit peu hypocrite de bannir totalement les langues que connaissent vos apprenants, puisque eux ils vont forcément faire des ponts entre leurs langues. Moi, on va pas se mentir, j'ai appris le portugais en faisant des liens avec l'espagnol que je parlais. J'ai fait vraiment des ponts, j'ai inventé mes propres règles et ça va beaucoup plus vite et on le fait automatiquement. Donc c'est hypocrite de dire non, ça c'est le français, ça c'est l'anglais, ça c'est l'espagnol et tout est indépendant. C'est pas vrai et c'est pas comme ça que ça se passe dans la tête d'un apprenant. Donc ouais, c'est pas forcément le plus cohérent selon moi. Puis il y a aussi, ça c'est les neurosciences qui nous le disent, on retient ce qui fait du sens pour nous. Donc ça c'est pour ça qu'il y a les moyens mémotechniques pour apprendre des choses qui ne font pas sens au début, on les découpe de manière à ce qu'elles fassent du sens pour pouvoir les retenir, et on fait ça aussi avec nos langues. C'est vrai que, par exemple, moi je me souviens du coréen, où c'est vraiment très différent les mots de vocabulaire entre les langues que je connais, et en fait je me souviens d'un mot que je me souviendrai tout le temps. Je ne sais pas exactement comment il se prononce, mais c'est quelque chose qui ressemble à boda. Et la boda en espagnol c'est le mariage, et ça veut dire voir en coréen. Donc je m'étais fait tout un film autour de ça. Voilà. Donc concrètement pour moi, utiliser les langues étrangères, c'est naturel. Voilà. Et c'est un gain de temps. Moi j'ai appris, les déclinaisons en russe, j'ai gagné du temps parce que j'ai fait du latin dans ma vie. Le portugais, j'ai gagné du temps parce que l'espagnol m'a aidé. Voilà, c'est naturel, c'est quelque chose que, selon moi, le Conseil de l'Europe, le CECRL, les chercheurs en bilinguisme, il faut valoriser. Et pourtant, on a des concepts qui sont assez arriérés, qui perdurent. Mais on garde en tête que bien entendu dans une classe de langue on parle majoritairement la langue cible, on la valorise, on donne des opportunités pour communiquer dans cette langue. Il n'est pas question de la rendre minoritaire en temps dans la classe, c'est pas du tout ce dont on parle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Dites-moi vous si vous ne parlez qu'uniquement français dans vos classes, ou si vous utilisez d'autres langues, ou si même vous demandez à vos apprenants. Il y a de plus en plus de manuels qui font ça, dans une approche plurilingue d'ailleurs, qui invitent les apprenants à une réflexion métalinguistique, à une réflexion de la langue cible par rapport à leur langue à eux. Comment ça se dit dans leur langue, comment fonctionne leur langue par rapport à la langue qu'ils apprennent. Si vous avez déjà testé ça, je serais ravie de vous lire. Je vous dis merci et à bientôt.